Rebonjour à toutes et à tous pour ceux que je n'ai pas vus ce matin. Alors on m'a reproché un peu d'avoir un débit actif ce matin, donc je vais essayer de prendre un petit peu plus mon temps cet après-midi tout en respectant le timing. Alors on a parlé effectivement de data, on a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé d'intelligence artificielle générative ce matin. Là l'idée c'était de faire un petit point effectivement sur le Web3 qui finalement englobe l'ensemble de ces technologies et de ces opportunités. Alors peut-être pour rappeler, quand on parle de Web3, de quoi on parle, sans refaire l'historique académique du Web. Donc le Web 1, où on était plutôt effectivement dans une approche de consommation des contenus. Le Web 2, où on est rentré dans le monde effectivement de l'interactivité, de la production et en même temps de la consommation. Et là, effectivement, le Web 3, ce qui change complètement le paradigme, c'est qu'on va sortir des intermédiaires, qu'on va avoir une approche plutôt décentralisée et anonyme, et finalement qu'on va être honneur de l'ensemble de ces contenus et de ces assets. Et pour illustrer un petit peu ce changement, on a pris deux exemples très concrets qui parleront certainement peut-être à des gamers dans la salle. Le Web 2, c'est plutôt Fortnite ou Roblox, où effectivement le contenu est disponible, mais en revanche il est détenu par la plateforme. Et il est hébergé sur des serveurs, alors que dans le Web 3, quand on prend Sandbox ou Decentraland, on va plutôt être sur une approche justement décentralisée où le joueur possède les assets, qui sont généralement d'ailleurs de type NFT, et qui sont conservés sur une blockchain. Alors quand on prend un petit peu tout l'écosystème du Web 3, de quoi on parle, parce que finalement c'est plusieurs typologies de technologies, on va retrouver nos NFT, qui sont généralement effectivement hébergés sur des blockchains. Alors on a mis Ariani, on a mis Aura aussi, dont on a parlé plutôt en début d'année dans les premières keynotes. Aura, qui est le consortium justement de différentes marques de luxe, d'ailleurs pour certaines d'entre elles concurrentes, qui ont souhaité développer leur propre blockchain pour être indépendantes vis-à-vis des grands acteurs de la tech, sur lesquels très souvent effectivement on associe une crypto-monnaie, qui sont hébergées sur des portefeuilles digitaux qui vont être utilisés sur des marketplaces ou des commerces virtuels. Et puis on va avoir tout l'aspect un petit peu plus expérientiel, avec le métaverse, les jeux vidéo, toute la partie justement un peu plus gaming, les nouveaux supports, les casques de réalité virtuelle. Alors, on voit qu'on en revient, et d'ailleurs au CES, on a vraiment vu cette tendance de fond où on sort des casques pour vraiment plutôt être sur des lunettes moins invasives, beaucoup plus adaptées finalement au milieu du B2C. Et puis effectivement des applications qui vont permettre de pouvoir développer et de créer ses propres avatars, et notamment de les personnaliser pour les marques. Alors, à South by Southwest, qui est un événement pour ceux qui ne connaissent pas, qui est à Austin, et qui est un événement à l'origine très tourné sur les industries culturelles, créatives, le cinéma, la musique, et qui depuis une dizaine d'années est très présent et très tourné aussi vers le digital et vers les plateformes technologiques. Et effectivement, Polkadot, typiquement, on l'a identifié parce que c'est une blockchain qui permet finalement à différentes blockchains de communiquer entre elles, bien sûr dans un environnement extrêmement sécurisé, et qui est conçu justement pour être évolutive, interopérable, puisque c'est vraiment le sujet. Et donc c'est l'un des cofondateurs d'Ethereum qui a monté Polkadot. Dans ce métaverse, effectivement, alors on parle de métaverse. Alors je sais, on en est un peu revenu, on en a beaucoup parlé l'année dernière. C'était d'ailleurs un des gros sujets à South by Southwest, mais l'année dernière. Pour autant, le sujet reste assez en fait emblématique des problématiques, ou en tout cas des technologies du Web 3. Et puis je pense que même si aujourd'hui il y a une petite courbe décroissante, le métaverse n'a pas dit son dernier mot, peut-être pas dans ce qu'on l'a connu jusqu'à présent, mais de manière différente. Et alors justement, quand on parle un petit peu de tout ça, finalement ça fait référence à quatre grandes technologies qui, pour le coup, elles sont déjà utilisées. Donc le gaming et la 3D et la réalité virtuelle, qui sont plutôt des approches 100% online. Et puis la réalité mixée avec le virtuel, justement. Donc là, ça va être tout ce qui va être réalité augmentée et jumeaux numériques. Jumeaux numériques qu'on trouve beaucoup dans tout ce qui va être santé, ville, qui va permettre effectivement vraiment de pouvoir tester des choses sur des données qui sont vraiment en fait en temps réel. Et donc pouvoir faire des choix en fonction de ces données. Les 13 barrières technologiques à résoudre, on a repris ces 13 barrières-là qui étaient celles qui étaient présentées dans la keynote de Meta il y a un an maintenant. Et effectivement, on retrouve le sujet des écrans, de l'audio, la connectique, qui sont des problématiques technologiques qui aujourd'hui sont toujours effectivement adressées, alors avec différents niveaux de maturité, mais en tout cas qui font partie des barrières un petit peu à dépasser pour pouvoir vraiment rentrer dans l'univers du Web 3 et plus spécifiquement du métaverse.
Alors effectivement, quand on parle de ces sujets-là, on se rend compte que finalement, même si on en parle depuis ces 3 dernières années de manière assez intense, finalement, c'est quand même un sujet qui existe depuis plus de 20 ans. Parce que finalement, le prémisse du Web3, c'est quoi? C'est les Sims, c'est Second Life d'un côté, et puis effectivement, c'est les premières plateformes de réseaux sociaux aussi. Et on voit bien quand on regarde la frise sur la partie supérieure que finalement, c'est tous les acteurs, les producteurs de contenu, des expériences, et sur la partie inférieure, plutôt les plateformes technologiques. Et on se rend bien compte que l'un ne va pas sans l'autre, et que finalement, cette évolution, elle s'est faite conjointement, à la fois avec des contenus, mais aussi avec des assets technologiques très fortes. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on voit typiquement Meta, qui certes a un casque, mais qui n'a pas de contenu, et donc qui finance énormément des studios de production, justement, de réalité virtuelle, pour pouvoir avoir du contenu à proposer. Alors, on voit également des marques qui investissent de plus en plus, notamment des retailers, justement sur des assets du Web3, que ce soit via des NFT ou d'autres. Et donc, on a vu des collaborations naître avec typiquement Adidas, Clinique, Tiffany & Co, Oracle. Et on voit bien que généralement, ce sont quand même des marques de luxe, ou en tout cas derrière il y a un budget conséquent pour pouvoir se permettre d'investir sur ces innovations-là qui pour l'instant n'ont pas de ROI en tout cas direct ou significatif. Alors on a pris par exemple Decathlon qui est intervenu je crois hier ou aujourd'hui, j'ai un doute d'ailleurs, juste après, super. Avec effectivement une approche qui est assez complète, à la fois très immersive avec justement D-World, en magasin pour vraiment rechallenger et apporter vraiment de l'expérience et de l'immersion en point de vente. La MetaRoom, où là plutôt une approche pour les collaborateurs pour organiser des réunions, et puis effectivement une vitrine de NFT. Alors, quand on parle de NFT, de quoi on parle? Et ça, c'est extrêmement important parce que ces derniers temps, on a beaucoup parlé de la partie, on va dire, pins du NFT. Finalement, ce qu'on va collectionner, qui va typiquement permettre d'afficher un statut, un sentiment d'appartenance. Tiens, j'ai un NFT, c'est super. Alors, un coup, ça vaut très cher, un coup, ça vaut plus rien. Et puis après, ça remonte. Et puis après, bon, bref. Le fait est qu'effectivement, il y a un côté très hype du NFT. Le vrai sujet et la véritable opportunité, c'est là où c'est intéressant pour une marque, c'est dans l'approche, en fait, utilities. À quoi va servir le NFT? Quelle valeur supplémentaire le NFT va permettre de développer, va permettre à la marque finalement de se positionner? Sur le certificat d'authenticité et de propriété, donc la traçabilité du produit, le carnet d'entretien, dans justement le parcours de vie du produit, donc la vente et la seconde main. Typiquement les tickets pour un événement et pour pouvoir finalement contrôler la revente et donc pouvoir bénéficier des royalties à chaque fois, à chaque revente, que ce soit sur un billet ou sur tout autre produit, une preuve de présence par exemple, ou alors effectivement, et c'est là où c'est intéressant, le membership. Et là, c'est finalement, qu'est-ce que ça m'apporte, moi en tant que consommateur, d'avoir un NFT de cette marque? Est-ce que ça m'apporte par exemple d'avoir une réduction sur certains produits? Est-ce que ça me permet d'avoir accès à des produits auxquels les autres consommateurs n'ont pas accès? Est-ce que ça me permet d'avoir accès à des événements privilégiés, d'être connecté avec d'autres consommateurs, et puis peut-être de créer un club ou d'avoir une approche carte de fidélité ou en tout cas programme de fidélisation. Et c'est vraiment en ça que le NFT va prendre toute sa valeur et va vraiment permettre de se développer pour les marques. Alors, les marques fashion, divertissement média et puis un petit peu plus derrière suivi les marques food and beverage, effectivement, sont les marques pionnières sur le sujet des NFT. Alors, dans un premier temps, quand même encore une fois, plutôt collection sans grande valeur ajoutée. Et on voit un petit peu tous les investissements qui ont été faits. Alors, ça paraît beaucoup et en même temps, pour toutes ces marques, finalement, on peut se dire que c'est pas grand-chose, que ça fait partie du budget un peu innovation, test and learn, qui permet à toutes ces marques un peu d'être dans la hype. Mais 51% d'entre elles sont en phase de test d'un projet NFT. On planifie un lancement avant 2025, ce qui a le temps aussi, le marché a le temps d'évoluer et puis aussi l'utilisation. Alors on le voit aussi, on a sélectionné quelques exemples où le retail finalement transforme les NFT en expérience physique et ça permet effectivement de réenchanter, encore une fois on en parle beaucoup, le point de vente, d'apporter un peu de l'innovation, de l'interactivité. Alors là typiquement c'est le cas de L'Oréal qui présentait effectivement un distributeur de NFT justement à Vivatech, Monoprix qui pendant 10-15 jours je crois en juillet 2022 avait fait un corner NFT
dans lequel il était possible effectivement d'en acheter directement, Ferragamo, M&M's, Tiffany & Co, on en a parlé tout à l'heure, qui permettaient comme ça finalement de rendre tangible justement ces NFT. Et puis tout un écosystème finalement de partenaires, de start-up qui s'est développé. Alors dans les NFT, dans le métaverse de manière plus générale, pareil, MetaRS, ils étaient à Vivatech. Donc des studios finalement de production de NFT, des blockchains spécifiques. Là par exemple, Blockbar plutôt sur les vins et spiritueux haut de gamme. Et puis MediaApp qui permet de développer tout un écosystème autour des NFT. Qu'est-ce qu'on attend un petit peu finalement de ces opportunités, que ce soit le Web3 en général, le métaverse en particulier? Qu'est-ce que le consommateur attend? Il attend de vivre des expériences immersives ou personnalisées, engageantes. Également des moyens de s'exprimer. Puisque finalement, posséder un NFT, pouvoir le personnaliser, c'est une manière de pouvoir communiquer, de pouvoir s'exprimer. Et puis effectivement apporter sa propre contribution à cet écosystème. Bon, objectivement, je pense qu'on a tous vu passer un certain nombre d'études qui promettent monts et merveilles, des millions, des milliards, voire des trilliards de dollars, en tout cas un marché extrêmement puissant. C'est à prendre, c'est à laisser. Ce qui est intéressant, et nous ce qu'on aime bien regarder, c'est un petit peu le pas de côté, et finalement, on parle beaucoup, encore une fois, aujourd'hui de métaverse, de Web3, mais si on regarde le gaming, qui est un secteur qui est assez en avance sur ces sujets-là, si on regarde les chiffres, on se rend compte un petit peu plus de ce qui existe déjà aujourd'hui. Et donc le secteur du jeu vidéo pèse 184 milliards de dollars en 2022, soit 4 fois plus que le cinéma, et 9 fois plus que la musique. Donc je pense que quand on voit ces comparaisons, c'est quand même pas négligeable et ça permet un petit peu de prendre du recul. Il y a 3,2 milliards de gamers dans le monde. Alors on a tendance à croire que c'est des geeks entre eux dans un coin. Pour autant, en fait, je suis sûre que dans la salle, si d'ailleurs je posais la question, peut-être je vais oser poser la question, est-ce qu'il y a des gamers dans la salle ? Bon, il y en a déjà quelques-uns. Moi, j'en vois quand même beaucoup, presque un petit peu plus que 50%, donc l'air de rien, c'est effectivement pas négligeable. La vente de produits digitaux a atteint 67 milliards de dollars en 2022. Alors bien sûr, toujours la même question, la même problématique. Le virtuel, c'est bien, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait du réel? Et puis du coup, le lien humain, comment finalement on construit cette société, de quelle société on veut, et comment on fait coexister finalement cette expérience dans la réalité et puis cette expérience dans le digital qui est amenée de plus en plus à se développer. Et pour ceux qui étaient présents ce matin sur la keynote que j'ai donnée, c'est un petit peu la même problématique qui se pose avec Generative AI et le sujet du travail, c'est-à-dire finalement c'est l'association entre l'humain et justement cette intelligence artificielle générative qui va permettre des gains de productivité, des gains de temps. Et là, c'est un petit peu pareil. C'est un peu l'association des deux mondes qui va nous permettre de redéfinir un petit peu la société dans laquelle on veut vivre. Et là, je trouvais ça intéressant. Métaverse, voyage dans l'espace. Les milliardaires veulent fuir le monde qu'ils ont détruit. Je vous laisse y réfléchir. Alors voilà, le métaverse, effectivement, on en a beaucoup parlé. On en a aussi beaucoup parlé ces derniers temps, mais plutôt pour l'effet inverse, effectivement, avec beaucoup d'argent qui a été dégagé et déployé pour mettre en place tout ça, notamment par Meta qui avait fait de grandes annonces, Microsoft, même effectivement différents acteurs chinois, pour finalement faire marche arrière parce que un marché pas forcément mature, parce que des technologies pas encore complètement qui permettent d'avoir cette expérience qualitative et vraiment immersive, et surtout qui ait une vraie valeur ajoutée à l'expérience qu'on peut avoir au quotidien. Ce qu'on aime bien aussi regarder, c'est dire bon, ok, le métavers c'est pas encore là, il y a encore effectivement beaucoup de choses à redéfinir. Pour autant, le 3D commerce, lui, il est présent, et c'est tout ce qu'on va appeler la notion de synthétique média. Pareil, on en a un petit peu parlé ce matin, on est en haut de la courbe de Gartner sur ces sujets-là. On sait très bien qu'il va y avoir une redescente et qu'on va commencer, que l'excitation va redescendre, mais pour autant, elle reprendra pour avoir une stabilité après, et on aura évacué tous les sujets un petit peu légaux, de contraintes qui sont propres à vos entreprises ou propres au marché de manière générale. Mais voilà, le 3D commerce, donc avec les filtres AR, l'essayage virtuel qu'on voit beaucoup d'ailleurs, il y a beaucoup de startups qui sont présentes à Vivatech et qui présentent des innovations, les avatars,
que ça soit en point de vente ou en ligne. Alors pareil, il y a des super cases, il y en a des moins bons, mais c'est toujours intéressant de regarder, notamment dans le secteur, par exemple, de la formation ou de l'accompagnement. Et puis les diagnostics live, donc là, beaucoup de marques de mode, pareil, on a de cosmétiques, pardon, ont développé différentes applications sur ces sujets. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, le jumeau numérique, donc beaucoup en milieu industriel, sur la santé, mais en fait, on le voit aussi de plus en plus se développer justement sur pour les retailers, donc sur les sujets notamment de e-commerce, pour pouvoir effectivement se dire, si j'ai mon jumeau numérique personnel, qui a déjà en fait l'ensemble de ma morphologie, de mes mensurations, je vais pouvoir finalement, quand je vais sur un site e-commerce, adapter la veste que je vois vraiment à ma morphologie. Donc, c'est pas encore là, mais en tout cas, la technologie est là. Maintenant, il va falloir rassembler et la technologie et les retailers pour que tout ça puisse se coordonner. Mais voilà, on a sélectionné différentes innovations et différentes startups sur ce sujet. Et puis, effectivement, il y a toujours le sujet de la numérisation de l'humain avec des hologrammes. Pareil, des choses intéressantes, des choses moins pertinentes, mais ce qu'on voit beaucoup sur les sujets d'hologrammes ou sur le sujet de la numérisation, c'est vraiment dans la formation. Parce que ça permet vraiment la formation et l'accompagnement client, parce qu'on a vraiment une expérience certes digitale, mais finalement à la limite de l'expérience physique. Quelques exemples, effectivement, là, typiquement, la création d'avatars qui se fait de manière industrialisée, rapide, efficace et à moindre coût, et qui permet très rapidement, justement, notamment en s'appuyant sur ChatGPT, de pouvoir améliorer, optimiser l'expérience client. Alors ça, c'est un petit peu le sujet des écrans, puisqu'on sort un peu des casques, on a plutôt tendance à aller vers les lunettes. Et là, ce qu'on a beaucoup vu au CES cette année, c'est les écrans 3D. Alors vous allez me dire, oui, mais les écrans 3D, ça fait déjà 10 ans qu'on en parle. Sauf qu'il y a 10 ans, il fallait mettre des lunettes en plus des écrans. Là, effectivement, on est passé quand même sur un step supérieur où, sans avoir besoin d'écran, d'avoir quand même des expériences qui sont assez intéressantes. Ça, typiquement, Leia LumePad 2, on l'a vu à South by Southwest, et c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Bon, il y a une adaptation visuelle, je pense qu'il y a encore un travail technologique à faire, mais en tout cas, et donc il y a une intégration par exemple dans Zoom, et typiquement via le chat, vous pouvez avoir la personne effectivement qui ressort en 3D, et donc c'est une expérience assez intéressante. Sur les médias synthétiques, on en a aussi parlé ce matin, les studios de photos virtuels, donc encore une fois, la capacité à pouvoir générer des photos de vos produits de manière industrialisée, que vous allez pouvoir ensuite adapter dans le fond que vous souhaitez de manière rapide et efficace, la création d'images, donc on a parlé de Midjourney ou de DALL-E qui appartient à OpenAI, les tutos par les avatars, je vous le disais notamment sur la formation, et puis les mannequins virtuels, je crois que l'image s'anime, donc on voit très bien finalement que sur un même mannequin, cheveux attachés, cheveux longs, puis finalement on change un peu la couleur de la peau et puis un peu la forme, la posture, et puis voilà, on fait jouer le vêtement dessus. Ça c'est des heures et des milliers d'euros gagnés et optimisés plutôt que d'avoir des shootings photos pour pouvoir déployer sur tout un spectre de mannequins. Alors, l'IA qui était le gros sujet de ce matin, donc on a parlé de ChatGPT, on a parlé du texte ou image, avec vraiment la capacité à pouvoir maîtriser ces outils-là, les sujets vidéo aussi, de pouvoir créer des vidéos, texte ou vidéo, d'ailleurs texte ou 3D, il y a énormément d'applications au Web Institute, on a fait un référencement de toutes ces applications-là. Je vous invite d'ailleurs à suivre le compte de Emmanuel Vivier, cofondateur du Hub, qui publie énormément de choses et qui référence beaucoup d'applications sur ces sujets, les avatars, le rendu 3D, pour pouvoir tester ce que je ne peux que fortement vous recommander, parce que sur l'IA générative, on entend, et en discutant, on le voit d'ailleurs, on a organisé tous les boards là pendant ces 2 jours, l'intérêt est à la fois perçu parce qu'on voit bien qu'il y a un engouement et qu'il y a un sujet et que le train est en train d'avancer. Donc à un moment, soit on monte dedans, soit on reste à quai, mais les choses avancent. Et en même temps, une certaine crainte. Cette crainte, il faut pouvoir la dépasser, et surtout, il faut utiliser ces outils-là. Donc moi, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est prenez le temps
de vous inscrire sur ces outils. Alors ChatGPT, j'imagine que tout le monde l'a fait, mais même aller sur Midjourney par exemple, c'est relativement simple d'utilisation et ça vous permet quand même de toucher du doigt très concrètement ce qui est en train de se passer et les opportunités que vous allez pouvoir en tirer, notamment pour les équipes marketing, pour les équipes contenu, pour les équipes sales aussi, de manière très concrète et directe. Et pourquoi j'ai quand même fait quelques slides sur le métaverse, même si on pourrait se dire ok, c'est derrière nous, parce qu'en fait, pourquoi le métaverse aussi est un peu retombé? Parce que ça coûte beaucoup d'argent tout ça. C'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de création, c'est du temps. Et puis le ROI, on l'attend tous. Et aujourd'hui, on est dans un contexte qui fait qu'on investit là où on sait qu'on va avoir un retour à court ou moyen terme à minima. Et en fait, on voit qu'avec l'IA générative, en fait, on a un gain de productivité. On va être capable de produire des assets beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement, à moindre coût. Et donc là, on peut se dire, OK, si finalement toute cette production, on va pouvoir l'industrialiser et pas cher, finalement, est-ce que le métavers, c'est pas là où il va retrouver finalement son sens et pouvoir se développer? Peut-être pas sur la forme qu'on l'a connue jusqu'à présent, sous une autre forme, mais en tout cas, revenir en force, encore une fois, à court ou moyen terme. Je vous invite très fortement pour les membres du Hub Institute qui effectivement ont accès à l'espace avec tous les rapports, à vous connecter puisqu'on va produire différents rapports justement sur ces sujets-là par secteur d'activité, par métier, pour que vous puissiez vous approprier ces contenus, comprendre ce qu'il est en train de se passer. Et puis parallèlement à ça, on vous a aussi distribué des flyers qui présentent la formation qu'on a montée, qu'on a voulu à la fois donc sur l'IA générative, à la fois pour vous apporter vraiment la vision, comprendre ce qui est en train de se passer, quels sont les acteurs, pourquoi ça vient de challenger à court, moyen terme, votre métier, votre secteur, et en même temps très opérationnel avec des ateliers très concrets pour vous et vos équipes. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie et puis je laisse la parole à Guilhem. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, Perle.